représentante pour Dentsply Sirona Division Implant. C'est un plaisir pour moi et pour Dentsply Sirona de vous accueillir aujourd'hui pour un cours présenté par Dr. Anne Delille et Dr. Marc Thériault qui s'intitule « Oui, j'accepte » ou « Comment se rendre à Oui, j'accepte ». Le cours va commencer à 14 heures. Vous pourrez trouver là, dans le bas de votre écran un petit icône mentionnant questions Q&A. Vous pouvez inscrire vos questions dans cette petite boîte. Les questions, par contre, seront répondues seulement à la fin du cours. Le cours est d'une durée de 1 heure. Vous allez recevoir la semaine prochaine de la part de Elisabeth Bello un lien vers l'enregistrement de ce cours et également dans ce même email, vous allez avoir un lien vers un formulaire à remplir. En fait, c'est l'évaluation du cours. Suite à ça, vous aurez vos crédits de formation. Donc, tout va se faire par email. Si toutefois vous avez des problèmes ou que vous ne retrouvez pas ces mails-là, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous assister. Mon numéro est le 418-454-1373. Maintenant, on va attendre encore quelques minutes qu'il y ait un petit peu plus de gens qui arrivent. On est rendu à 47 personnes. On a plus qu'une centaine, enfin, de personnes, de participants. Puis là, je vous vois tranquillement arriver, puis je connais la grande majorité d'entre vous. J'ai très hâte de pouvoir vous serrer la main en vrai, de vous faire un câlin. Ça s'en vient, groupe. On est à veille de pouvoir avoir une vie un petit peu plus normale. Il ne faut pas lâcher. Vous avez aussi un petit icône marqué chat. Si toutefois vous voulez me dire bonjour, ça me ferait bien plaisir. Tranquillement, la salle se remplit. Bonjour du Nouveau-Brunswick. Wow! Je ne sais pas s'il fait beau dans votre coin autant qu'ici, mais c'est vraiment une superbe journée. Nicole René. Bonjour, Nicole René. Ça nous fait plaisir. Anne-Marie Poulain. Bonjour à vous. Oh, ça fait du bien d'entendre de se faire dire des beaux bonjours comme ça, faute de se voir en personne. Ça va être intéressant aujourd'hui, le sujet du cours. Sujet que vous allez pouvoir vraiment utiliser là, au quotidien. Comment traiter les objections des patients vers plus d'acceptation des plans de traitement d'implantologie. Geneviève, Louise, bonjour tout le monde. La belle Geneviève Baudouin. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, Geneviève. J'ai hâte de te voir. On est rendu à 65 personnes. Ah, moi aussi, Geneviève, t'es fine. Ça se bouscule à l'entrée. Annie, bonjour Annie. On attend vraiment une centaine de personnes et plus. On est presque là. On va attendre encore 2 minutes. On va commencer vraiment à 14 heures. Puis évidemment, vous êtes bienvenus à poser des questions. Moi, je vais les garder. Vous pourrez les écrire dans Q&A. Et puis, on les posera à la fin de la présentation de Dr. Delille et Thériault. Qui ont bien hâte de vous partager un sujet qui est vraiment d'actualité, qui va vous servir beaucoup dans votre pratique. Comment se rendre à « Oui, j'accepte », comment traiter les objections des patients en implantologie. Des fois, ça peut être la peur, ça peut être l'argent. Donc, vraiment, comment traiter ça là, vers une meilleure acceptation des plans de traitement en implantologie. Ça va vous être très utile. On va attendre encore une petite minute.
On est rendu à 70 personnes. Puis je réitère que vous allez recevoir un lien vers l'évaluation du cours dès la semaine prochaine, lien qui va vous mener justement à l'évaluation et suite à ça, vous allez recevoir vos crédits de formation par email. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des problèmes ou si vous ne trouvez pas le email en question, mais il va venir d'une personne qui s'appelle Elisabeth Bello de Dancefly Sirona. Vous aurez accès aussi au cours qui va être enregistré la semaine prochaine et pour 10 prochains jours. Et puis, ultérieurement, dans quelques semaines, vous pourrez toujours aller le voir sur le site de danceflysirona.com. Je vois que ça continue un petit peu à rentrer. Moi, je vous dirais peut-être encore une minute, là, puis on commencera pour respecter ceux qui sont déjà là. Alors, allons-y, 14 heures pile. Je vous souhaite maintenant un bel après-midi et je cède la parole à Dr. Anne Delisle et Dr. Marc Thériault. À tantôt. Bien, merci, Julie, pour cette belle introduction. Écoute, c'est toujours agréable de sentir ta belle énergie. Écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous êtes confortablement assis, peu importe où vous êtes. J'espère que vous êtes peut-être dehors avec un petit verre de quelque chose. Il fait tellement beau aujourd'hui. C'est magnifique. Alors, c'est peut-être un des avantages de pouvoir le faire formule webinaire, de pouvoir profiter un peu du beau temps en même temps qu'on s'éduque un peu au sujet, surtout avec le sujet qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Alors, de la part de toute l'équipe d'Implant Québec, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir à notre pas notre troisième, mais plutôt notre deuxième webinaire. Si vous vous souvenez, si vous étiez parmi les nôtres ou vous l'avez écouté en différé, alors notre première conférence webinaire a été en mars dernier où on vous avait présenté là, un survol des différentes technologies et du numérique en implantologie. Aujourd'hui, notre sujet est fort intéressant parce que c'est comment se rendre à oui, j'accepte. Alors, on va approcher plus une dimension humaine. Alors, c'est une dimension que Marc et moi, bien, on apprécie énormément. Puis je pense que c'est un peu notre raison d'être de notre profession et c'est ce qu'on préfère particulièrement tous les jours, d'aider nos patients. Et puis, nous avons un troisième webinaire. Je fais tout de suite une annonce et on va la refaire à la fin, mais au mois de septembre prochain pour la rentrée. Alors, espérons que nous allons avoir une vraie rentrée. C'est un webinaire, mais vous savez que les beaux jours s'en viennent. On va retrouver bientôt notre liberté, du moins nous l'espérons, parce que la campagne de vaccination bat son plein. Alors, on a vraiment, vraiment hâte de vous rencontrer. Mais aujourd'hui, ça se fait en version différée webinaire. Et puis, toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Alors, au nom d'Implant Québec, de Marc Thériault, qui est à quelque part. Bonjour Marc, comment ça va cet après-midi, mon beau Marc? Très bien, toi aussi, hein? Ben oui, écoute, on se peut plus. Et donc, de la part de toute l'équipe et de moi-même, on vous souhaite vraiment une bonne conférence. Et bien, en espérant qu'on va pouvoir vous apprendre des choses nouvelles sur notre sujet. Alors, écoutez, le sujet de cette conférence nous a été... on a eu l'idée de cette conférence-là. Vraiment, c'est parti d'un petit bout de papier qu'une patiente nous a sorti lors d'une consultation. Et puis, d'ailleurs, c'est une patiente à Marc. Puis, Marc, je te cède tout de suite la parole pour nous décrire un peu cet après-midi, qu'est-ce qu'on va apprendre. Excellent. Alors, comme toute chose, en fait, je ne commencerai pas tout de suite, mais je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue. Puis, moi aussi,
je vais vous dire que ça fait particulier de faire une conférence en avant d'un ordinateur seul dans un bureau. J'ai bien hâte, mon côté PR a bien hâte de voir les gens. Donc, on fait notre effort collectif, mais sachez qu'on est en manque de tout le monde. Donc, bref, ce sujet-là aujourd'hui, il nous tient à cœur beaucoup, comme Anne a mentionné, parce que c'est à peu près l'approche la plus importante qu'on peut avoir dans notre pratique parce qu'on a un contact intime avec les patients, puis on a surtout un contact intime avec des patients qui ont certaines limitations ou certaines contraintes. Et donc, l'idée est venue du petit papier d'une de mes patientes qui m'a mis à la consultation directement sur la table ce papier-là. Et je me suis dit tout d'un coup, tu sais, c'est vraiment, ça reflète absolument, ça fait pas longtemps, là, ça fait quelques mois, ça reflète absolument les craintes et les questions de 90-95% des patients. Alors, j'ai demandé à cette patiente-là, si vous me permettez, je veux garder votre papier parce que ça m'a inspiré, ça m'inspire, puis vous avez exactement les questions que la plupart des gens ont et la plupart pas des questions, mais des limitations qui empêchent souvent les patients d'aller vers un traitement X qui pourrait améliorer leur vie, qui pourrait améliorer leur qualité sociale, physique et tout. Donc, on est parti de ce petit bout de papier-là, puis on a répondu aux questions à la patiente assez facilement. La patiente s'est fait traiter. Mais bref, l'idée initiale est partie de ce petit bout de papier-là. Alors, Anne, je te laisse continuer pour l'instant, puis moi, je reprends plus tard. Alors, merci, Marc. Écoutez, vous savez, en implantologie, on a beaucoup eu d'évolutions. On en a parlé lors du dernier webinaire, toute l'évolution qu'on a eue au niveau numérique, au niveau de l'implantologie. On sait très bien que l'implantologie a commencé dans les années 65 grâce aux recherches et développements du docteur Brandmark. Et puis, l'évolution en implantologie, que ce soit au niveau chirurgical, que ce soit prothétique, que ce soit au niveau des matériaux utilisés, des techniques utilisées, on a une évolution quand même assez fulgurante au niveau de l'implantologie. Par contre, lorsqu'on se réfère plus au côté humain, bien écoutez, il y a toujours on a toujours un peu les mêmes défis en implantologie dans le temps, puis en dentisterie en général également, parce qu'on traite l'humain. Alors, il y a 3 principales catégories là, de défis qui restent toujours similaires dans le temps. Alors, premièrement, il y a la peur. On va la décrire comme il faut. Alors, les patients, c'est pas nouveau, hein, les patients ont peur des traitements, ont peur du dentiste en général. C'était ça jadis pour différentes raisons et c'est toujours cette crainte-là qu'on a dans le temps, peu importe l'évolution de nos techniques. Il y a également le coût. Le coût, c'est une approche un petit peu plus délicate pour nous comme praticiens. Hein. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'à la base, on est confortable à discuter, mais c'est un défi quand même en implantologie, surtout là, à discuter du coût. Alors, on va aborder le sujet ensemble. Par la suite, il y a les attentes. Les attentes en implantologie, on le sait à l'époque, hein, ce qu'on disait des implants, c'est bon à vie. Hein? Alors, on sait très bien qu'on a dû adapter légèrement beaucoup le discours que ce n'est pas bon à vie. Alors, comment, puis aujourd'hui, au niveau des attentes, c'est différent parce que l'information que les patients ont est vraiment les sources du moins d'informations sont variées, surtout avec la venue de l'Internet. Alors là aussi, il faut ajuster et adapter les attentes du patient pour être capable justement de relever ce défi-là dans le temps. Et tout ça, bien, écoutez, c'est certain que ce soit la peur, le coût, le niveau d'attente du patient, ça influence énormément la prise de décision pour aller de l'avant vers les traitements, que ce soit en dentisterie générale ou bien là, plus spécifiquement aujourd'hui en implantologie. Alors, nous allons aborder ces sujets. Donc, la peur, le coût, les attentes et la prise de décision. Puis, à la fin, on va vraiment, pas à la fin, c'est plus l'autre portion, la deuxième portion de la conférence va être plus spécifiquement au niveau de la communication et l'acceptation des cas. Alors, ça va être fort intéressant. Donc, moi, je vais aborder la première portion et Marc va pouvoir poursuivre avec la communication. Donc, sans plus tarder, discutons rapidement de la peur.
c'est certain que Marc et moi, pour faire cette conférence-là, on a fait beaucoup de lectures. Vous pouvez voir quand même toutes nos références. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire. Vous n'avez rien à faire là, dans ce beau week-end et éventuellement lire plus à ce sujet. Et à la fin, on va énumérer aussi, entre autres, un livre très pertinent qu'on a apprécié beaucoup faire la lecture, qui est, si vous voulez en savoir plus, c'est un bon livre de référence là, pour en savoir un petit peu plus en profondeur. Alors, au niveau de la peur, bien écoutez, je l'ai mentionné tout à l'heure, puis vous le savez, les gens, en partant, disons que c'est pas le dentiste, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu indisposées à aller chez le dentiste. Il y a des statistiques là-dessus, que ce soit 40 de la population qui ont peur des traitements dentaires, c'est quand même un chiffre connu. L'anxiété dentaire, c'est courant. On a quelques études là, qui démontrent qu'environ 22 des études démontrent que l'anxiété est quand même très présente chez la population. La peur et l'anxiété, encore une fois, sont courantes dans 13 à 24 selon les études. Bref, si on résume, là, c'est quand même assez simple. Un patient sur 4 va avoir peur du dentiste. Alors, c'est quand même 25 Alors, je pense qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Il faut avoir en tête que même si ça ne paraît pas lors de la première rencontre avec le patient, il faut quand même savoir qu'un patient sur 4 qui va se présenter chez nous va avoir peur des traitements dentaires. Alors, les traitements dentaires et la peur en général, je vais juste essayer de déplacer mon curseur et voilà, excusez, il me manquait un bout d'écran. Donc, la peur des traitements dentaires en général, bien écoutez, les patients ont peur de quoi? Bien, principalement, ils ont peur d'avoir mal. C'est la principale peur chez le dentiste. Donc, la prévention de cette douleur-là va être essentielle pour pouvoir aider le patient, puis pouvoir aider le patient à maîtriser son anxiété. Donc, bien entendu, si on veut maîtriser l'anxiété suite à la prévention de la douleur, bien c'est certain que les conseils de relaxation et les informations en général sur cette gestion de la douleur-là vont être fort importants parce qu'on va essayer de guider justement et d'accompagner le patient à relaxer. Avec différentes techniques. On ne les énumérera pas aujourd'hui. Chez nous, chez Implant Québec, parce qu'au niveau des techniques, bien, il y a beaucoup de techniques connues, que ce soit tout simplement un accompagnement jusqu'à la sédation. Donc, il y a beaucoup de techniques utilisées. Chez Implant Québec, ce qu'on fait, bien, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est vraiment accompagner le patient grâce à notre équipe. Alors, on a une équipe exceptionnelle. D'ailleurs, on les salue. Bonjour l'équipe. Ils sont à quelque part dans notre... on est tous les deux là, isolés dans nos bureaux, Marc et moi, mais notre belle équipe, charmante équipe, exceptionnelle équipe est à quelque part dans nos locaux devant leur écran ou en train de travailler pour compléter les dossiers, vos dossiers patients. Alors, la façon dont je vous dirais qu'on performe le plus pour relaxer le patient, c'est de l'accompagner. Alors que ce soit de l'accueil jusqu'à l'arrière et puis pour compléter le dossier, le patient, vraiment, ce qui fait la plus grande différence au-delà de la médication qu'on peut lui donner, c'est vraiment l'accompagnement qu'on fait avec le patient. Alors, avoir des filles puis une équipe qui sont à l'écoute, qui sont là pour le patient. On a l'habitude là, de déposer la main, de toucher notre patient, bien entendu, s'il veut se faire, s'il veut qu'on l'accompagne de cette façon. Mais vraiment, on adapte la façon dont on accompagne le patient, mais c'est vraiment cette chaleur humaine-là, cet accueil humain-là qui va avoir le plus grand impact sur le pouvoir de relaxation du patient. Et on sait très bien qu'un patient relaxe, bien, c'est un patient dont le rendez-vous va être beaucoup plus facile à gérer, l'anxiété va être plus simple aussi à gérer, et également la gestion de la douleur, que ce soit
pendant l'intervention et même après l'intervention. Alors, les patients anxieux, bien, c'est certain qu'ils vont ressentir moins de douleur durant le traitement que si on les accompagne très bien et qu'on est capable de gérer leur anxiété. Ce qu'ils pensaient vivre comme traitement et peut-être avoir comme douleur, bien, au bout du compte, ils vont en avoir moins. Et ce qui est intéressant comme dernier point, c'est que dans 13% des traitements, l'anesthésie locale n'a pas réussi. Alors, on n'a pas réussi à geler, entre guillemets, comme il faut le patient dans 13% des cas pour faire en sorte qu'on limite cette sensation de douleur-là. Donc, ce qui augmente encore plus l'anxiété. Donc, nous, oui, on peut l'accompagner comme au niveau de la gestion de la relaxation, mais sachez que dans 13% des cas, là, on rate notre première anesthésie. Alors, nous autres, chez Implant Québec, ce qu'on essaie de faire, parce qu'on la connaît, cette statistique-là, bien, notre technique, c'est d'y aller, de faire 2 anesthésies. Alors, la première anesthésie, c'est vraiment, ça se fait avant qu'on prépare le patient. Par la suite, une fois que le patient est préparé avec le site chirurgical bien installé, on va faire une 2e anesthésie. Cette 2e anesthésie-là nous permet de confirmer que le patient est bien gelé. Et puis, on peut procéder de l'avant pour vraiment faire en sorte qu'on diminue l'anxiété et la douleur au maximum. Puis ça rassure énormément le patient de savoir qu'on va aller geler 2 fois, puis avant de commencer, qu'on va s'assurer que c'est bien gelé. Surtout qu'il est question de chirurgie. Alors, l'impact de l'anxiété dentaire sur les décisions d'avoir un traitement implantaire est quand même assez important. Et puis ça, c'est une lecture quand même intéressante qu'on a fait parce que lorsque le patient va décider d'aller de l'avant vers les traitements en implantologie, c'est vraiment des patients, la plupart du temps, qui sont presque pas anxieux. Alors, c'est important de savoir ça, puis c'est important de gérer ou d'aborder l'anxiété parce que le patient ne dira jamais oui à des traitements si, dans le fin fond de lui-même, il a une peur que ce soit modéré, sévère ou même extrême au niveau des traitements. Alors, dans cette étude-là, ils ont révélé quand même que seulement les patients à faible niveau d'anxiété vont aller de l'avant avec les traitements dentaires. Donc, c'est important de s'assurer qu'on a bien compris le niveau d'anxiété du patient avant d'aborder quoi que ce soit ou avant d'aller avec le processus décisionnel du traitement en implantologie. Donc, si on veut résumer par rapport au processus décisionnel, un patient sur 4 refusera d'avoir un traitement sur implant parce qu'il a peur justement de ces traitements. Excusez, j'essaie d'avancer dans cela. Et voilà. Alors, la gestion de l'anxiété pour la dentisterie implantaire, bien écoutez, cette étude-là aussi est quand même assez intéressante parce que la peur de la douleur est un facteur très important et qui va contribuer, comme j'ai mentionné, au refus de la thérapie implantaire. Autre fait intéressant, c'est que les jeunes femmes possèdent le niveau d'anxiété le plus élevé enregistré. Donc, quand même, c'est à prendre en considération. Hein? Les jeunes femmes. Alors, les femmes d'âge mature, je présume, ça se corrige dans le temps, mais bref, les jeunes femmes sont plus anxieuses que les jeunes hommes. Le niveau d'anxiété est plus élevé le jour même de la chirurgie. Je pense que là aussi, c'est quand même logique. L'anxiété affecterait négativement la perception de la douleur et la satisfaction du patient concernant la thérapie implantaire. Par contre, cette satisfaction-là ne sera pas envers le chirurgien en soi ou le clinicien, mais plus envers les traitements en général. Également, l'anxiété des patients doit être prise au complet en compte, lors de la planification chirurgicale. Alors ça, c'est intéressant et c'est très pertinent parce que
un patient qui est anxieux, c'est certain qu'au niveau de la planification chirurgicale, on n'aura pas nécessairement la même approche qu'un patient qui est moins anxieux. Citer comme exemple, bien, un patient qui est anxieux, puis qu'on a quand même des traitements importants à faire, on va avoir tendance, peut-être au début, à y aller avec une chirurgie simple ou une intervention très simple pour le sécuriser, pour éventuellement, par la suite, y aller avec une intervention plus complexe. Que normalement, chez un patient moins anxieux, on aurait pu, exemple, tout faire dans une visite. Alors, c'est quand même des informations très pertinentes à prendre en considération, nous autres, lorsqu'on va faire une planification chirurgicale. Les techniques de gestion d'anxiété, bien, on les connaît, sont très efficaces et puis il faut s'en servir. On ne les élaborera pas aujourd'hui, mais quand même, tout à l'heure, j'ai mentionné surtout le fait qu'on rassure le patient. Alors ça, c'est excessivement important, autre que donner de la médication ou de la sédation. Il est peu probable aussi, bien, si vous avez des patients très phobiques, hein, qui se présentent en chirurgie implantaire, alors ça, c'est à prendre en considération. Ou bien s'ils se présentent, bien, c'est à évaluer au niveau de l'approche et des maintiens. On va en parler tout à l'heure, de l'approche et des maintiens dans le temps. Donc, c'est des patients à faire attention. Si toutefois ils vont de l'avant au niveau des traitements, bien, c'est de voir jusqu'à quel point ils vont être impliqués pour les suivis au niveau de leur restauration et des traitements. L'anxiété préopératoire est un facteur qui augmente la douleur post-opératoire et ça indique vraiment là, la nécessité d'adapter l'analgésie post-opératoire. Alors, quelqu'un qui est très anxieux, on va avoir tendance vraiment à lui donner, à s'assurer qu'il y a des bons antidouleurs post-opératoires pour justement contrer le fait qu'il est très anxieux. Une autre étude très intéressante sur le fait que les patients refusent les traitements en implantologie, bien, c'est surtout pour leur expérience passée, que ce soit dans le dentaire ou en général là, des expériences reliées à au passé qu'ils ont eu là, dans les cliniques. Alors, la peur et l'anxiété peuvent être reliées surtout à des procédures chirurgicales. Hein. Lorsqu'il est question d'implantologie, bien là, ce n'est pas des traitements comme un nettoyage. Alors, c'est vraiment un niveau chirurgical. Donc, tout de suite, les patients peuvent être un petit peu plus anxieux. La peur reliée aux expériences douloureuses antérieures. Alors, on connaît surtout les patients qui sont complètement édentés. Ils ont vécu des très mauvaises expériences. Alors, juste ça peut être vraiment une raison pourquoi les patients vont refuser les traitements. Peur des complications. Donc, c'est une variable importante. Et la peur du jugement social également. Alors, surtout relier la peur du jugement social aux patients qui sont plus âgés. Alors, exemple, bien, ils ont peur d'aller de l'avant avec un traitement parce qu'ils peuvent avoir des pères qui vont dire « Ah oui, tu vas avoir des implants dentaires. Ben moi, j'ai entendu parler que j'ai une tante qui a eu des traitements, ça a peut-être moins bien été. Alors, les personnes âgées sont beaucoup plus affectées par ce jugement social. Alors, au niveau de la gestion de la douleur post-opératoire, bien, on l'a mentionné, ça a un impact quand même assez important pour les patients anxieux. Les patients anxieux ont peur d'avoir de la douleur. Alors, puis ils sont un petit peu plus sujets à en avoir étant donné leur niveau d'anxiété. Alors, c'est important d'implanter un excellent protocole d'antidouleur. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est ce protocole-là, bien, pas souvent, pour la majorité, surtout des chirurgies importantes, nous allons donner les antidouleurs 1 heure avant l'intervention. Puis par la suite, bien, on va guider le patient pour vraiment s'assurer qu'il va respecter la posologie au niveau du protocole antidouleur. Les patients anxieux, on va s'assurer que les jours
que les 2 à 4 premiers jours, on va s'assurer qu'ils vont respecter de façon très précise la prescription d'antidouleurs. Parce qu'on ne veut pas que cette douleur-là apparaisse, parce qu'on sait que ça peut augmenter le niveau d'anxiété. Puis lorsque leur niveau d'anxiété augmente, bien, ça augmente en plus leur douleur. Il y a comme un effet rebond dans tout ça. Alors, c'est important de vraiment, nos patients anxieux, de porter une attention particulière là, au niveau de notre protocole antidouleur, puis s'assurer qu'ils ont bien compris au niveau des règles à suivre. C'est important de rassurer le patient. Excusez-moi, j'ai un petit peu de misère avec mes flèches. Je ne sais pas pourquoi, ils sont comme gelés. Pourtant, il fait chaud dehors et dans la pièce. Alors, c'est important de rassurer le patient. Ça fait vraiment une grosse différence. Alors, on doit rassurer le patient. Je pense que je veux pas mal tout dit ça, excusez-moi, tout à l'heure. Alors, et puis, ce qu'on aime vraiment faire avec les patients anxieux à la clinique, puis même les patients non anxieux, mais surtout ceux qui ont beaucoup d'anxiété, bien, c'est nos appels post-opératoires. Alors, les appels post-opératoires sont faits et puis on s'assure vraiment du contrôle de la douleur, du contrôle des consignes post-opératoires et puis, ils partent même avec, ils ont en tout temps nos numéros de cellulaire. Alors, c'est la façon dont on gère vraiment là, l'anxiété, la douleur et la peur face à nos traitements implantaires. Pour finaliser le protocole antidouleur, bien, écoutez, à la clinique, en général, ce qu'on va faire de A à Z, alors du début à la fin là, de l'intervention, on a mentionné ce qui est le plus important, c'est d'avoir l'anesthésie locale profonde. Avec les 2 injections, généralement, qu'on essaie d'espacer entre la première et la deuxième environ 15 minutes, c'est là qu'on va atteindre le maximum d'efficacité. Faire une injection lente, bien entendu, hein, pour éviter cette douleur-là, puis faire en sorte qu'on optimise là, l'anesthésie locale. La sédation orale post-opératoire, elle est de plus en plus fréquente lorsqu'on a des chirurgies plus complexes. Alors, on va parler d'activants principalement. Pour les patients. Alors, un activant 1 mg qu'on va donner là, 1 heure avant l'intervention. Et puis, que les patients très anxieux également, on peut leur donner le soir avant de se coucher pour faire en sorte qu'ils ont une bonne nuit sommeil et qu'ils sont en forme le lendemain pour notre chirurgie. Bien entendu, ça implique qu'on connaît les structures anatomiques, qu'on a bien évalué le cas avant de commencer. La rapidité d'intervention est très importante parce que le moins de temps on passe en chirurgie, le moins longtemps le site opératoire est ouvert, est opéré, bien, le moins de douleur on va engendrer. On a une manipulation très douce au niveau des tissus. Ça a un impact important sur la douleur, les irrigations abondantes, fermeture en première intention. Donc, ça, c'est excessivement important. Le plus rapidement que notre site opératoire guérit, bien le moins de douleur on va engendrer et puis on va limiter les risques d'infection et de complications. Et la médication adaptée à l'intervention, on en a parlé également. Alors, ça résume pas mal notre protocole antidouleur que nous avons là rapidement à la clinique. Maintenant, au niveau des suivis, des rappels et de maintenance des traitements en implantologie, bien, c'est quand même assez important de faire le lien par rapport aux patients qui ont de l'anxiété. Alors, les patients qui ont de l'anxiété on a noté qu'ils vont avoir plus de manquements à leur suivi, rappel et au niveau de la maintenance qu'on recommande au niveau des traitements implantaires. Ça fait que ça, c'est quand même assez important de prendre ça en considération. C'est important en dentisterie générale, puis en dentisterie sur implant, c'est
c'est quand même fondamental pour la survie de nos implants à court, moyen et long terme. Alors, c'est de cibler ces patients anxieux-là et puis de s'assurer qu'on contrôle, nous autres, notre façon de les rappeler et d'offrir des suivis et de la maintenance dans le temps. Les patients anxieux doivent être conscients de l'importance des suivis dès le stade de planification. Donc, avant même de commencer les traitements, c'est important qu'ils soient au courant de tout ça. Et bien, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais les patients phobiques, si toutefois ils se présentent en chirurgie puis ils vont de l'avant avec les traitements sur implant, bien, généralement, ils ne suivent pas très bien les examens réguliers et les examens d'hygiène. Donc, c'est à prendre en considération avant de commencer avec un patient phobique. Alors, pour conclure, au niveau de la peur, rendre les soins dentaires possibles pour les patients souffrant de peur dentaire est un défi, c'est certain, mutuel, hein, qui nécessite une bonne collaboration entre nous autres, le personnel dentaire, et les patients, bien entendu. Ça implique également une excellente communication verbale et non verbale qui va impliquer le respect, l'attention et l'empathie. Alors, c'est à prendre vraiment en considération et puis c'est vraiment, encore une fois, une collaboration de tous qui va faire en sorte qu'on va être capable d'accompagner, de bien accompagner nos patients anxieux. Donc, les recommandations, c'est mettre de l'avant justement cette problématique, de ne pas l'oublier que nous avons des patients qui ont peur encore, hein, un patient sur 4 et on a beaucoup de patients anxieux. La peur reliée aux implants dentaires n'est pas facile à détecter, surtout nous autres de notre côté, en consultation, on ne connaît pas beaucoup les patients. Alors, si vous êtes au courant qu'on a un patient anxieux et que vous référez un patient, c'est certain que ça va nous aider énormément de le savoir à l'avance. Le dentiste doit se familiariser aux craintes reliées aux implants dentaires. Alors, on doit vraiment apprendre à connaître et reconnaître ces craintes-là au niveau de nos patients. On doit discuter et communiquer avec nos patients des craintes avant même d'aller de l'avant avec les traitements. Idéalement, bien, plus nos informations sont claires, bien, plus ça va aider le patient à bien comprendre et on va pouvoir mieux l'accompagner au niveau des traitements. Et puis, bien, c'est certain qu'on essaie d'avoir et d'optimiser cette relation dentiste-patient dans nos cliniques. Lorsqu'on optimise cette relation-là, on diminue le niveau d'anxiété. On peut citer comme exemple le temps d'attente. Alors, c'est certain qu'un patient anxieux, si vous le faites attendre dans la salle d'attente ou dans la voiture, parce qu'on est en période COVID très longtemps, c'est certain que son niveau d'anxiété va être pas mal plus élevé que si on évite de l'attendre. Alors, c'est peut-être des patients qu'on devrait céduler en début de journée, les premiers du matin, comme ça, on va éviter de les faire attendre. Alors, c'est d'adapter un peu nos protocoles pour faire en sorte que nos patients anxieux sont moins anxieux. Anne, si tu permets, est-ce que tu m'entends? Oui, excellent. Oui, vas-y. Moi, je dirais peut-être, pour conclure là-dessus, l'importance, puis surtout de ne pas négliger, de prendre lors de la consultation, d'essayer de trouver le niveau d'anxiété du patient parce qu'il y a beaucoup de recherches qui démontrent que les patients anxieux en préopératoire vont souffrir beaucoup plus en post-opératoire. D'autant plus que ces patients-là qui sont en anxiété avant l'intervention vont souvent faire un peu plus d'hypertension. Et on sait, l'hypertension augmente la pression de niveau sanguin. Et quand on fait une chirurgie, si ça saigne plus, s'il y a une circulation sanguine qui se fait plus rapidement, l'anesthésie devient moins profonde, le médicament va être évacué plus rapidement et on risque d'avoir plus de difficultés à geler nos patients. Et ici, en implant, tous les actes qu'on fait, heureusement ou malheureusement, mais sont des actes chirurgicaux et ça nous permet de confirmer en fait ce que ces recherches-là démontrent, c'est-à-dire
On a des patients qui sont très, très nerveux pour faire un implant sur une 36 et qui ont de la douleur au dégel. 2, 3 jours, 4 jours ont de la douleur. Alors, ces patients-là étaient nerveux initialement, alors qu'on peut faire un All-on-4, enlever 10 dents au maxillaire, couper l'os, mettre des implants, faire des ajouts osseux, fermer la gencive et on va revoir le patient le lendemain pour la mise en bouche d'une prothèse et le patient n'a pas de douleur. Et ce patient-là, à la chirurgie, qui était quand même une chirurgie extensive, il s'est presque endormi sur la chaise. Donc, il y a vraiment un lien direct entre l'anxiété préopératoire et la douleur post-opératoire par la libération d'hormones anxiogènes et tout, la cortisol et compagnie. Donc, il y a vraiment une inflammation, mais systémique qui se fait au niveau des patients. Donc, c'est vraiment à prendre en charge puis à ne pas négliger. Donc, tout patient anxieux, selon moi, en haut de 5 sur 10 devrait recevoir un médicament là, anxiolytique là, du type Ativan ou autre. Il y a un protocole maison, puis gênez-vous surtout pas pour faire accompagner les patients, mais les mettre sur un protocole anxiolytique. Et tout ça va faire en sorte que la relation va être meilleure, puis votre patient va prendre confiance en ses capacités de résister au stress et aux chirurgies. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit, puis il ne faut juste pas négliger cette phase-là. Puis depuis quelques années, là, on met vraiment ici beaucoup d'emphase là, sur ce préopératoire-là. On en donne plus que pas assez. Alors, c'est tout. Merci. Merci, Marc. Alors, maintenant, on va aborder les coûts. Les coûts, je l'ai mentionné en introduction, c'est certain que c'est un département, que ce soit en dentisterie, en implantologie, que on n'a pas été mis à notre aise nécessairement, on ne l'a pas nécessairement appris à l'école comment discuter des coûts avec le patient. Et puis, ce n'est pas nécessairement la première raison là, pourquoi on apprécie la dentisterie. Mais c'est un mal nécessaire, hein, parce qu'à un moment donné, il faut discuter des coûts avec le patient. Alors, sachant que cette variable-là est quand même un défi, c'est un défi pour nous comme dentistes, c'est un défi pour le patient aussi à accepter les traitements dentaires. Donc, c'est quand même important de bien comprendre la variable coût au niveau de l'implantologie pour que nos patients, justement, éventuellement, acceptent les traitements en implantologie puis qu'on soit confortable de notre côté à discuter des coûts. Confortable et à l'aise et confiant également. Alors, le coût, c'est certain que c'est un des facteurs là, qui va empêcher le patient d'aller de l'avant en implantologie. Et je vous dirais que c'est pas mal la barrière primaire. Okay? Peu importe ce qu'on va lire là-dessus, les études, c'est vraiment le coût en implantologie, c'est la raison première pour refuser les traitements sur implant. Mais par contre, les patients acceptent. Alors, on va découvrir pourquoi ils acceptent d'aller de l'avant. Et comment faire pour que cette variable coût, ils la mettent de côté, puis ils acceptent de dire oui. Alors, la majorité des patients, par contre, vont être prêts à payer le prix médian. Quand on parle de prix médian pour un traitement implantaire, c'est généralement dans le marché ce qui a du sens pour un traitement sur implant. Également, la susceptibilité de payer, en anglais, on appelle ça le willingness to pay, c'est une variable multifonctionnelle. Donc, les patients sont prêts à payer pour les traitements sur implant, mais selon différentes variables. Alors, premièrement, il faut que ça soit quand même accessible pour le patient au niveau des coûts. Également, le patient, idéalement, il faut qu'il ait une bonne perception de sa santé buccale. Alors, les patients dont la santé buccale est importante, ils vont avoir quand même une bonne susceptibilité à payer et aller de l'avant avec des traitements sur implant. La région de l'indentation est importante aussi. Alors, la région de l'indentation, des fois, on dit, en région esthétique, ils vont avoir tendance à plus accepter qu'en région postérieure, mais c'est plutôt un mélange entre la fonction et l'esthétique qui vont faire en sorte que le patient va accepter ou non les traitements. Le revenu du patient est quand même assez important. Ce n'est pas la seule variable, mais c'est important.
La perception des coûts du soin de la santé est important aussi pour le patient. Ici, c'est certain que le fait qu'au niveau médical, c'est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, donc on n'est pas nécessairement au courant de ce que peut coûter une procédure chirurgicale dans le domaine médical. Alors, on peut être un peu, les patients, on manque de repères par rapport à tout ça, donc c'est important qu'on s'implique pour expliquer les coûts reliés à nos traitements parce que les patients n'ont pas nécessairement de repères dans le domaine médical comme un peu peuvent l'avoir aux États-Unis. Le genre, les femmes sont plus susceptibles de vouloir investir, de vouloir payer pour les traitements que les hommes. Et donc, c'est une variable quand même assez intéressante. Le willingness to pay, donc la susceptibilité à payer pour les implants, c'est déterminé beaucoup plus par une compréhension des besoins plutôt que des symptômes. Alors, les patients, vraiment, on doit mettre beaucoup l'emphase sur pour démystifier les besoins reliés au traitement d'implants pour qu'ils prennent vraiment une bonne décision et qu'ils aillent de l'avant avec les traitements sur implants. Les traitements implantaires chez les patients âgés, ça c'est intéressant également. Les patients d'un certain âge, bien, ils vont avoir une appréhension beaucoup plus forte envers les coûts des traitements implantaires que nos patients plus jeunes. Alors souvent, on a ce commentaire-là, « Ah ben moi, je suis rendu vieux ou je suis rendu vieille, hein? Ils ne vont pas se considérer comme âgés. Alors, je suis rendu vieux, je suis rendu vieille, il me semble que je ne me vois pas investir ce montant-là à l'âge que j'ai. Alors, c'est quand même une embûche un peu qu'on fait face presque à tous les jours là, avec nos patients. Puis, l'âge, c'est vraiment... il y a des patients qui vont se considérer jeunes à 80, puis il y en a d'autres plus âgés qui vont avoir 55 ans. Alors, il n'y a pas d'âge en particulier, mais certains patients qui se considèrent âgés vont bloquer plus sur le coût par rapport à leur espérance de vie. Également, le manque de nécessité au niveau des personnes âgées, ça va être vraiment une variable qui va les empêcher à dire oui et le fait qu'ils sont d'un certain âge. Alors, étant donné que les gens comptent conserver leurs dents de plus en plus longtemps, bien ça, c'est une variable qui va jouer avec nous par rapport à l'âge. Bien, les gens sont de plus en plus prêts à investir du temps, de l'argent et de l'énergie pour investir, pour garder une dentition saine et aller de l'avant avec les traitements sur implant. Alors aujourd'hui, variable quand même assez intéressante, les gens négocient. Alors, je pense que sûrement dans vos bureaux, vous l'avez peut-être vécu. Donc, les gens vont négocier de plus en plus. Alors, il ne faut pas voir ça d'un côté négatif. C'est seulement une variable et un fait à ne pas négliger. Que les gens vont négocier. Alors, il y a quand même des stratégies pour nous pour faire en sorte qu'on est capable un peu d'être plus confortable avec la négociation. Hein? Parce que négocier, c'est pas, on n'entre pas en compétition avec le patient. La négociation, c'est tout simplement d'être capable de répondre correctement aux questionnements des patients pour faire en sorte qu'ils vont bien comprendre, puis faire en sorte aussi qu'ils, au bout du compte, vont choisir l'implantologie et puis également bien la clinique avec qui ils vont faire affaire. Alors, première chose, lorsqu'on parle de négociation, il faut arriver bien préparé en consultation. Alors, que ce soit vous ou votre personnel ou tous les membres de l'équipe. Donc, c'est important d'être vraiment très, très bien préparé, d'avoir tous les papiers en main, d'avoir toutes les informations pour répondre aux questions du patient. Connaître le budget estimé de votre patient, ça, c'est important également. Alors, pas que le patient n'a pas droit à toutes les options de traitement, mais c'est quand même important
de connaître cette variable-là pour être capable de bien diriger son patient, puis qu'il ne soit pas nécessairement insulté, je pourrais dire, là, par rapport au traitement qu'on va, ou au budget qu'on va lui présenter. Alors, le budget estimé du patient, c'est super important. Et c'est important aussi lorsque vous commencez à parler d'implantologie, si toutefois, ben, vous n'êtes pas confortable avec les coûts des traitements parce que ben, vous ne savez pas quelle procédure va être faite, bien souvent, c'est mieux de ne rien dire comme estimé que d'avancer un montant qui finalement va être vraiment inférieur au montant réel. Alors, exemple, je cite un exemple, quelqu'un qui vient nous voir pour un implant position 36, qu'on doit faire une extraction, et puis le patient est avisé que ça va être environ 2 000 $, puis finalement, la facture totale et les honoraires totaux sont de 5 000 $. Bien, c'est certain, le gap entre le 2 000 et le 5 000, c'est un petit peu élevé. Alors, c'est important quand même de bien préparer notre patient, de comprendre son budget pour que lorsqu'il va être prêt, bien, il va avoir toutes les informations nécessaires. Préparer votre devis, c'est quand même assez important, puis c'est un devis bien précis. Les patients aiment avoir la précision. Le moment stratégique, bien, c'est certain que lorsqu'on regarde, comme nous en consultation, bien, on va s'assurer que tout est bien présenté. Ayez confiance, la conviction, et puis ce qui est le plus important, c'est qu'on arrête de parler. Hein? C'est important d'écouter le patient. On va en parler avec Marc dans la dernière portion, mais c'est vraiment très, très important là, d'arrêter et d'écouter le patient pour bien comprendre ses besoins. Alors, ça complète pas mal le coût. Maintenant, rapidement, pour donner place à Marc pour la communication et l'acceptation de cas, les attentes et la prise de décision. Écoutez, les attentes, je vais aller quand même assez rapidement. Au niveau des attentes, écoutez, la plupart du temps, les attentes sont irréalistes concernant les implants dentaires par rapport aux patients. Hein? Les patients, ce qui s'attendent, surtout étant donné que c'est des coûts quand même élevés, bien, ils vont avoir des attentes quand même très, très élevées. Alors, c'est important au niveau des attentes de bien démystifier. C'est le rôle vraiment du dentiste et de l'équipe dentaire d'aller de parler du traitement, de bien décrire le traitement pour faire en sorte que ces attentes sont réalistes. Et après ça, bien, c'est certain que le traitement va aller plus rondement. Au niveau des attentes, bien, au niveau des attentes face aux patients, au niveau des implants dentaires, l'amélioration fonctionnelle et esthétique, c'est certain que c'est la plus grande attente que le patient a. Les informations sur les implants, il faut faire attention par rapport aux informations que les patients vont avoir sur l'Internet. Alors, nos patients vont arriver de plus en plus informés. Donc, c'est important de vérifier l'information qu'ils ont. C'est important que vous, de votre côté, vous donniez l'information juste et précise pour bien guider votre patient à accepter par la suite les traitements dentaires. Alors, les facteurs impliqués dans le processus décisionnel, bien, c'est certain que la confiance, c'est ce qui est le plus important. La confiance au niveau du clinicien, au niveau de l'équipe dentaire, ça a été signalé comme étant le facteur le plus important là, dans la prise de décision. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la confiance, c'est lorsque vous avez un discours, hein, que ce soit vous qui expliquez, bien, c'est important que ce soit la même façon dont on accompagne et on explique au niveau du patient, que ce soit la fille à la réception, vous
ou les autres filles impliquées dans le plan de traitement. Alors que ce soit tout le temps le même discours pour que justement cette confiance-là règne et que le patient bien, ait confiance en vous et aille de l'avant avec les traitements. La prise de décision et les obstacles, les défis, hein, on a vu que la prise de décision, les défis, ça peut être la peur, le coût, et il y en a beaucoup d'autres défis. Pour que le patient aille de l'avant en implantologie bien, ou tout autre traitement dentaire, c'est important qu'on mette que le patient puisse valoriser son traitement. Alors, pour qu'il soit capable de bien valoriser, c'est à vous de l'expliquer correctement hein, et d'expliquer correctement les avantages, les inconvénients selon le type de patient que vous avez. Et puis, c'est ça qu'on va voir là dans le détail avec Marc. Alors, Marc, écoute, je te laisse aller avec ta portion. Hein? Tu peux bonifier peut-être au niveau de la prise de décision. Je pense que tu reviens avec aussi là, dans la dernière portion. Merci, Anne. Écoutez, il me reste un gros 10 minutes. Alors, je vais quand même essayer de faire le plus rondement possible et surtout mettre l'emphase sur les choses les plus importantes. Ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est que la communication, c'est la chose la plus importante dans l'acceptation. C'est la chose qui va faire en sorte que nos patients vont avoir confiance en nous. Donc, je vais essayer vraiment, on a quelques petits trucs à vous donner. J'aimerais que ce soit pratique, puis que demain matin, pas demain matin surtout pas, mais lundi, vous puissiez appliquer ces petits trucs-là dans votre pratique et surtout vous donner des références pour aller peut-être approfondir un peu ces choses-là. Donc, l'acceptation des traitements, bien, comme vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On ne peut pas lire ça dans un livre. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend en ayant des échecs. En ayant du succès. 80% de votre taux d'acceptation, ça va être du courant, ça va être des choses simples, ça va être des patients qui vont vous faire confiance d'emblée, mais votre défi va résider dans le 20%. Et ce 20%-là, il est vraiment intéressant. Et c'est là que vous allez devoir sortir vos outils de votre sac pour essayer de convaincre ou éduquer ou en apprendre plus sur votre patient pour les amener à accepter un traitement qu'ils ont besoin. Donc, le moyen d'arriver par ça, c'est une bonne communication, c'est une écoute active, puis des questions ouvertes. Et quand on parle, je pense que Anne, je n'ai pas accès là, quand on parle de questions ouvertes, vous savez, vous avez déjà entendu ça, là, les questions ouvertes, puis c'est important de se rappeler de ces quelques mots-là parce que c'est le comment, le quand, le qu'est-ce que, puis le pourquoi, et il y en a d'autres. Il faut que le patient élabore sur la question qu'on va lui poser. Donc, il ne faut pas qu'il réponde par oui ou non. Une question fermée, il va répondre par oui ou non. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Le patient va répondre oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé qu'on parle? Non. Alors, c'est une réponse qui est courte, qui ne permet pas de développer. Mais si on lui demande comment vous trouvez votre santé buccale, c'est quand la dernière fois que vous avez été capable de manger n'importe quoi, le patient, il va élaborer un petit peu puis il va rentrer dans des sujets qui vont nous amener des informations. Donc, c'est un peu le type de questions qu'on peut poser au niveau des questions ouvertes et fermées. Aussi, une caractéristique d'une bonne communication, c'est user du charisme. Donc, le charisme, ce n'est pas nécessairement très, très difficile à avoir. C'est quelques points qu'il faut mettre en œuvre. Donc, la présence, c'est d'écouter le patient, c'est d'attendre avant de lui répondre qu'il ait fini de parler. C'est le pouvoir, donc de parler avec conviction, de manière imagée aussi. C'est s'adapter au débit de la voix du patient puis au contexte de la conversation. Alors, je vous donne un exemple. Un patient qui va avoir on rentre en consultation, le patient est full énergique, on se doit d'aller au même niveau que ce patient-là, d'avoir une bonne énergie. À l'inverse, on rentre puis le patient a l'air en dépression totale. On n'est pas obligé d'être en dépression, mais on peut quand même se calmer un petit peu et parler sur un même ton, sur le même beat que le patient. Donc, on doit vraiment pouvoir lire le patient et s'adapter au patient. Ce n'est pas vrai que tous les patients vont aimer quelqu'un qui va être plein d'énergie, qui va rentrer dans la salle comme un coup de vent. Il faut vraiment le savoir et c'est souvent au personnel de nous guider là-dedans parce que nous, on n'aura pas eu la chance de savoir nécessairement dans quel mood est le patient et c'est là qu'on doit avoir l'information de notre staff et de notre équipe pour pouvoir s'adapter à ce patient-là. Aussi, il y a la chaleur, donc c'est d'éviter de critiquer les gens négativement, de tout le temps parler du tartre, de ci, de ça. C'est pas comme ça qu'on va créer cette chaleur-là avec notre patient. Montrer le bon côté des choses, être positif.
les amener à bien comprendre, les réconforter, les récompenser, puis aussi les aider à se sentir importants comme patients. Donc, c'est un peu le charisme, les attributs du charisme. Les 3 objectifs d'une bonne communication, bien, ce qu'on doit absolument rechercher comme objectif, c'est vraiment de découvrir notre patient. Si on réussit à découvrir notre patient à qui on a affaire, on va réussir à lui proposer un traitement ou une façon de proposer le traitement qui va aller chercher en lui son attention. Donc, on essaie de poser des bonnes questions, des questions ouvertes. Ensuite, on va écouter notre patient. C'est le moment de se fermer puis d'écouter ce que le patient a à dire. Il y en a qui en ont beaucoup à dire, ça ne finit plus. Ça, on peut se permettre des fois de mettre un peu plus court, mais il faut écouter nos patients. Ils vont nous donner plein d'informations et plein de leviers qui vont nous permettre de leur offrir un bon traitement. Et ensuite, bien, une autre qualité d'une bonne communication, c'est de savoir transmettre l'information. Donc, c'est vraiment les 3 pôles là, d'une bonne communication. On en est venu aussi à parler, c'est un sujet qui est super important, puis je vais passer rapidement, pas parce que c'est à négliger, mais en plus, c'est une partie de plaisir, puis je vous recommande de le faire la semaine prochaine avec votre staff, parce que vous allez voir, c'est une technique qui a été élaborée il y a très longtemps, quand même, en 1993, là, par Jean-Denis Larabet, qui a réussi à théoriser les différents types de personnalités. Donc, ça s'appelle son cas. C'est rendu aujourd'hui avec son cas avec un E. Donc, on a la sécurité, c'est des différents types psychologiques de patients. Donc, on a le patient qui mise sur la sécurité, on a l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent, la sympathie et maintenant, depuis surtout le COVID, on a l'écologie. Alors, on va passer très rapidement sur tous ces points-là. Donc, le patient qui va miser sur l'aspect sécurité, généralement, puis je ne passerai pas tout ça, mais c'est le patient qui va être très hésitant, qui va toujours poser des questions sur les complications. Il va arriver souvent en avance parce qu'il veut voir les lieux. Il va être plus nerveux. Il va venir accompagner avec son conjoint ou sa conjointe. Ce type de patient-là, il ne faut pas lui parler de technologie puis de nouveautés, de tout. Vous allez le perdre complètement. Alors, il faut le réconforter. On a un petit bloc opératoire. On a une équipe qui ne fait que ça. Vous allez être bien engourdi. On a des bonnes garanties. Vous avez les meilleurs traitements qui existent. Alors, il faut vraiment le réconforter parce que c'est un patient qui mise beaucoup sur la sécurité. Si vous allez lui parler du scanner, de ci et de ça, ça le met très inconfortable parce que c'est une personne qui est plus conservatrice, si on veut. Donc, c'est le patient de type sécurité. Vous pourrez lire ça comme il faut, puis vous pourrez aussi, à la fin, j'ai fait un petit résumé des choses à éviter avec ces patients-là. Donc, les patients sécurité. Le deuxième cas, c'est les orgueilleux. Alors, les orgueilleux, et je suis sûr qu'en disant toutes ces choses-là, vous allez avoir dans votre entourage une lettre à mettre sur chacune des personnes qui vous entourent. Nous, on a fait l'exercice ici à la clinique. C'est super le fun parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi certaines lettres sur nos collègues de travail. Donc, et ensuite, le collègue de travail s'auto-évaluait pour dire, ben moi, je serais comme ça. Et ce n'est pas coulé dans le béton. Des patients peuvent avoir un mélange de ces choses-là, mais on aura rarement un patient sécurité et un patient qu'on va voir tantôt nouveauté. C'est très, très rare qu'on va avoir ça, mais il peut y avoir un mélange. C'est comme sécurité et orgueil. C'est un peu la même chose. C'est assez rare que ça va arriver. Donc, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut se démarquer, qui est plus porté sur lui-même. Il parle fort, il veut avoir la parole, il aime la notoriété, il aime ce qui est de bonne qualité. Lui, on doit lui donner le choix et c'est lui qui doit choisir. Ce n'est pas à nous à le diriger sur un choix. On lui donne le choix, puis voici, et qu'est-ce que vous en pensez? Vers quoi vous vous dirigeriez? Donc, c'est vraiment quelqu'un là, qui n'aime pas la paperasse, il n'aime pas attendre, il n'aime pas se faire contredire. Et j'aimerais juste prendre une petite seconde pour une anecdote. Hier, avec Jennifer, qui est notre fille de consultation, M. Gauthier, je ne nommerai pas son prénom. M. Gauthier arrive à la clinique, j'ai fait un implant, M. Gauthier, en position 11 en janvier. L'implant il est prêt à être restauré depuis peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et depuis que j'ai fait l'implant, il y a une petite pression sur sa 12, qui a une couronne qui est quand même un peu hypothéquée. M. Gauthier a 12 ou 13 implants dans sa bouche. Il connaît ça. Il arrive en travail, ses bottes de travail et tout. Et il arrive pas de bonne humeur parce que sa 12 a cassé.
Et là, ben, il dit que c'est notre faute, que c'est ma faute, que j'ai fait de la pression sur la dose et tout. Et Jennifer, qui fait notre consultation, qui vient me voir, qui me dit, Monsieur Gauthier n'est pas content, il pense que la dose a été cassée par l'implant. Donc là, on commence, OK. Puis là, Monsieur Gauthier, ben, je le connais un petit peu. Là, Jennifer m'a dit toutes les informations et c'est là que c'est important que notre équipe nous tienne au courant de ces choses-là. De ne pas arriver dans la salle pas préparé, ce serait une erreur monumentale. Alors, je me prépare mentalement et ça tombe bien, c'est un matin que tout est tranquille à la clinique. C'est pas vrai pendant tout, on a plein de petits défis. Et là, je me mets en mode défi de dire, OK, M. Gauthier n'est pas content, je vais le rendre content. Et M. Gauthier, bien, pour moi, dans ma tête, c'est un orgueilleux. Alors, je rentre dans la salle, puis là, le ton descend un petit peu avec M. Gauthier. Je dis, on va regarder tout ça, on va vous organiser quelque chose. Mais ce patient-là, je ne l'ai jamais contredit. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas de ma faute. Je n'ai jamais dit que c'était l'implant d'à côté qui avait cassé, que c'était pas l'implant d'à côté qui avait cassé sa dent, que sa dent était hypothéquée. Je suis allé dans son sens. Dans le sens, effectivement, c'est plate, vous aviez une pression, c'est vrai, vous me l'aviez dit. Votre dent était quand même un petit peu hypothéquée. On va regarder ça, on va vous trouver une solution qui va faire votre affaire. Lui, ce qu'il voulait, c'était peut-être d'avoir peut-être un petit rabais financier. Il y a plein d'implants, ce n'est pas une question de sous. Alors, pendant que je regarde ça, je regarde la 21 qui a aussi une restauration et M. Gauthier, je fais le tour de ses dents, tout est beau. Il me dit, et puis il dit si on allait faire un implant sur la dent à côté, à gauche, la 21, puis qu'on mettait cette dent-là dans le vide, la 12 en question. Et là, il venait de me sortir, lui, un plan de traitement. M. Gauthier disait qu'il comprenait c'était quoi les implants, il savait, on n'était pas obligé de lui expliquer rien, il connaissait tout, ça fait 13 implants qu'il a, puis il sait comment ça marche. Mais c'est lui qui m'a sorti l'alternative du plan de traitement et son plan de traitement, il est tout à fait juste. Alors, M. Gauthier, il est parti, j'ai signé les papiers et M. Gauthier était rendu dans le corridor. Il dit, vous m'appellerez, vous m'enverrez l'estimé, puis il dit, on s'en fixe un rendez-vous, il dit, vous allez enlever ma dent, tatati. Alors, je n'ai même pas eu le temps de signer mes papiers. M. Gauthier était parti travailler. Super content. On a fait sa journée. Ça a bien fini. Puis M. Gauthier va venir faire son traitement, puis on va lui faire un beau traitement qui va répondre à ses besoins, puis surtout à ses attentes. Alors, ça, c'est un orgueilleux. Il faut faire attention à ces gens-là. Il ne faut pas les humilier. Il faut dire comme eux autres. Puis, bref, c'est un bel exemple qui nous est arrivé hier, mais c'est un patient quasiment à 100% orgueilleux. Donc, on s'en va maintenant sur la nouveauté. La nouveauté, c'est celui qui arrive avec son iPhone plugué, nouveau iPhone dernier modèle. Il va arriver avec sa voiture électrique. Il est bien soigné. Il y a un vélo électrique, dernier cri, carbone. C'est une personne qui est à l'avant-garde. Ce patient-là, si vous le voyez arriver, vous pouvez lui parler de vos scanners, de vos imprimantes, des scans 3D, que vous allez lui communiquer l'information par texto, envoyez-lui des emails. Il aime ça. Sortez votre iPad. Il aime l'innovation. Alors, c'est un patient, lui, qui est assez facile à voir puis à discerner parmi les autres parce qu'il est vraiment très typique, axé sur les technologies. Alors, ça, c'est le patient qui aime la nouveauté. Alors, sortez votre technologie, c'est le temps de dire la technologie pour mieux vous servir. Le patient confort, alors ici, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans cette case-là. Alors, c'est des gens plus conservateurs, c'est des gens qui aiment le pratico-pratique, l'efficacité, minimum d'effort, maximum d'efficacité. Il aime les choses simples, utiles. Et lui, cette personne-là est prête à payer pour avoir la paix. Donc, ça ne lui dérange pas de payer plus, mais elle veut que ce soit facile, le moins de rendez-vous possible. Elle aime ça être en terrain connu, qu'on prenne soin d'elle, elle aime le clé en main et elle n'aime pas surtout IKEA. Donc, il ne faut pas que ce soit compliqué, il faut que ce soit facile. C'est des techniques connues, on va prendre soin de vous, vous sortez un plan de traitement, toutes les étapes sont là, vous essayez de combiner les étapes de vos traitements pour qu'il y ait le moins de rendez-vous possible. Donc, il faut que ce soit simple et ça, c'est la majeure partie des gens ont un petit côté confort. Donc, on continue avec le côté argent. On l'a vu tantôt. Le côté argent, il est assez facile aussi à cibler. C'est une personne qui parle tout le temps d'argent. Il va parler, il veut un rabais, il veut en avoir pour son argent. Il va vous parler que c'est cher. Il va vous mettre au défi. Il est matérialiste, il est économe. Il négocie ses prix, il va magasiner beaucoup. Alors, quand on a, surtout en implant, je dirais, versus en pratique générale, les gens magasinent un peu plus pour les prix. Alors, en partant, ces gens-là qui magasinent, bien, on les classe dans la case argent. Alors, il y a une façon d'approcher ces gens-là. Anne en a parlé un petit peu tantôt.
Mais ces patients-là, là, n'allez pas changer les coûts dans votre estimé. Au pire, mettez-le plus haut et assurez-vous que vous ne changerez jamais vos prix. Assurez-vous d'avoir des prix justes parce que c'est un patient que vous allez perdre en partant si vous changez les prix. Il faut que ce soit clair, il faut que vous sachiez où vous en allez, puis il va en avoir pour son argent. Donc, return over investment, c'est important pour lui. C'est un patient que peut-être le meilleur truc qu'on peut donner, c'est un type de patient, puis vous allez le voir assez rapidement qui parle d'argent, mais ce type de patient-là, vous pouvez vous permettre de leur donner le prix du traitement avant même de parler du traitement. Ce patient-là ne vous écoutera jamais. Si vous parlez, dans sa tête, c'est tout le temps « ça va coûter cher, ça va coûter cher, ça va coûter cher, ça va coûter cher ». Si vous lui donnez le prix, c'est 1 000 $, il va partir du 1 000 $, parfait, ça c'est réglé, puis là, il va vous écouter, puis là, vous allez pouvoir lui donner les caractéristiques, puis il va être heureux. Donc, c'est ce type de patient-là et c'est la façon de gérer ces patients-là. Maintenant, on va à notre prochain profil, qui est le sympathique ou la sympathie. Ça, c'est le patient qui va vous appeler par votre prénom. Alors, ce n'est pas docteur, c'est Marc. Comment ça va, Marc? C'est comme si ça faisait 20 ans qu'il nous connaissait. C'est un patient qui veut créer un lien d'amitié, de proximité. Il a peur de décevoir les gens. Il va rarement pouvoir nous dire oui, nous dire non, excusez, directement en salle. Il va partir chez eux, il va réfléchir, finalement, il va annuler son rendez-vous à distance. Il va avoir de la difficulté à nous confronter parce qu'il ne veut pas, il a la peur profonde de décevoir les gens. Donc, cette personne-là doit être bien encadrée. On va généralement lui donner un plan de traitement parce que si on lui en donne 2, si on lui en donne 3, on vient de le perdre, puis il ne sait plus, il ne sait pas quoi choisir, puis il faut que quelqu'un choisisse pour lui. Alors, vous allez diminuer au maximum pour un patient sympathique qui a profil sympathie, vous allez diminuer au maximum vos plans de traitement. Il faut être confiant avec ces patients-là, il faut en prendre soin, il faut les supporter. Puis ouais, c'est ça, c'est des patients qui viennent souvent aussi avec leur conjoint ou leur conjointe parce qu'ils veulent avoir la vie de leur conjoint et leur conjointe. Donc ça, c'est un petit truc qu'on peut observer. Donc, ça résume pour la sympathie. Maintenant, comme je vous ai dit, depuis le COVID, surtout, on est pris dans nos maisons et dans notre petit patelin. Il y a l'écologie. Donc, l'écologie, c'est souvent un consommateur qui est engagé. Il est vigilant à la provenance des produits. Il veut beaucoup encourager le local. Il aime l'artisanat. Ce n'est pas quelqu'un qui a de la difficulté à payer pour un traitement X, mais pour lui, c'est important que ce soit fait localement. Vous pouvez miser sur le fait que vos laboratoires sont ici, qui engagent les gens locaux, que les matériaux viennent d'ici ou quoi que ce soit. Donc, c'est des gens qui sont vraiment sensibles à ces choses-là. Donc, ils aiment la qualité, ils aiment que ce soit authentique, que ce soit juste pour eux autres. Alors, vous avez un petit tableau ici qui va vous dire que j'aime beaucoup, qui va vous décrire sur chacun des profils les attitudes, puis les mots à favoriser, puis les mots à éviter. Donc, si vous voulez sortir ça, puis faire l'exercice avec votre staff, il n'y a pas de problème. On peut même vous le transmettre, ce tableau-là. Puis, de faire l'exercice, je pense, lundi chez vous, ça serait super intéressant là, entre vous. Puis ensuite, de vous garder une petite case dans vos dossiers pour dire, bien, ce patient-là, il est un peu plus avec un O, un peu plus avec un S. Puis, il faut que ce soit rapide pour que vous puissiez vous adapter à vos patients rapidement. Donc, ça conclut un petit peu pour le SONCA. Le SONCA est souvent accompagné du CAP. Alors, sur Internet, vous allez voir, il y a plein de documentation sur il l'appelle le CAP SONCA. Alors, le CAP, c'est pour les caractéristiques. Alors, une fois qu'on a ciblé notre patient, quel type psychologique ou profil qu'on a, la façon d'amener nos recommandations aux patients va dépendre du SONCA. Alors, on va parler des caractéristiques du produit, des avantages, des bénéfices et des preuves. Mais ces 3 choses-là, qui sont très importantes, vont dépendre du profil psychologique du patient. Donc, je passe un peu plus rapidement là-dessus, mais c'est vraiment très intéressant. C'est la façon de livrer l'information ou votre plan de traitement pour le type de personnalité de votre patient. Donc, on peut continuer, Anne. Bien sûr, pour la communication, le patient, c'est important qu'il soit bien soutenu puis guidé par un bon personnel. C'est important que tout le monde soit sur le même diapason et confiant et confortable. Les patients, ils ont vraiment besoin de savoir qu'ils sont au bon endroit. Il y a un avantage, c'est que si le patient hésite puis il n'est pas certain d'être au bon endroit, vous avez encore le temps de le récupérer puis de lui montrer qu'il est au bon endroit parce que les gens n'aiment pas avouer qu'ils ont eu tort ou qu'ils ont fait une erreur. Donc, c'est super important. Si vous pensez que le patient est hésitant,
continuez à travailler fort, puis montrez-lui qu'il est au bon endroit, il a choisi la bonne clinique, puis il va être bien traité. Vous avez ce choix-là parce que, comme je vous dis, le patient, les gens ont rarement envie de dire « je me suis trompé ». Donc, vous avez une deuxième chance. C'est beau, Anne. Merci. On peut continuer. On a une belle équipe. On doit aussi donner des options de traitement aux patients. Comme je vous ai dit, le seul patient qu'on ne donnera pas beaucoup de choix de traitement, ça va être souvent le patient sympathie, là, parce que lui, il ne pourra jamais prendre sa décision. Donc, on donne des choix avec des coûts différents aussi. Puis, on va conclure généralement avec le traitement qu'on recommande, avec les raisons. Donc, on va parler du CAP, les caractéristiques, les avantages, les inconvénients du traitement que le patient a choisi. Puis des preuves aussi. Des preuves, c'est dans le sens que, par exemple, une dent immédiate temporaire, un implant immédiat temporaire immédiat en avant, on peut dire aux patients qu'écoutez, ils en font des centaines par année, c'est quelque chose qui est prévisible, les patients apprécient ça, ils vont sortir avec leurs dents. Donc, c'est des preuves que le patient dit « Ah oui, je ne serai pas le seul, je ne serai pas le premier ». Donc, ça rassure beaucoup les patients. Les étapes qui mèneront rapidement à l'acceptation de cas, bien, on a l'adaptation. Moi, je vais l'appeler en bon braillon là, le fit, le lien, le bon moment, puis la motivation. Alors, je passe quand même assez rapidement. L'adaptation ou le fit, c'est de savoir est-ce que le traitement que je propose à mon patient, ça fit dans sa vie. Alors, si votre patient vient d'avoir un chauffe-eau qui pète, il vient de déménager, sa maison lui coûte cher, il vient d'avoir un accident d'auto, c'est peut-être pas le bon moment pour lui ou ça ne fit peut-être pas dans sa vie. Pas que ça ne fitera pas plus tard, mais pour l'instant, ce patient-là, ça ne fit pas dans sa vie. La famille, les enfants, il n'est pas capable de voir comment ce traitement-là va fitter. Alors, il faut trouver la façon, il faut trouver surtout si le traitement a de la place à fitter dans sa vie et si ce n'est pas le cas, il faut arrêter de continuer à pousser dans ce sens-là. Et le patient qui va sentir cette pression-là ne reviendra pas ou il va négliger certaines choses. Si on prend connaissance que ça ne fit pas dans le fond, dans sa vie pour l'instant, on lui ouvre la porte, on est de son côté et le patient n'a qu'à nous faire signe quand il sera prêt et on en reparlera parce qu'on sent que ça ne fit pas dans sa vie présentement. Donc, c'est vraiment un point super important. Ensuite, si ça fit dans sa vie, bien, on doit faire le lien. On doit faire le lien entre ce qui se passe dans sa vie et ce qui se passe dans sa bouche. Puis à l'école, nous autres, on nous a toujours appris, bien, ce qui fit dans la bouche des patients et non pas ce qui fit dans la vie des patients. Donc, on doit faire le lien entre leur vie, le moment de leur vie. Donc, le papa qui est monoparental, qui a moins de sous, qui a des enfants à s'occuper, versus sa donne en avant, mais il va peut-être faire passer ses enfants avant sa donne en avant. Alors, on doit faire le lien avec, par exemple, le patient qui n'aime pas trop aller en public parce qu'on lui a dit qu'il avait mauvaise haleine. Donc, pour lui, c'est socialement difficile. Alors, on lui explique, Monsieur Tremblay, vous avez une parodontite ou quoi que ce soit, ce qui est en lien avec votre mauvaise haleine, ça se traite et tout. Donc, on fait un lien entre la condition buccale et ce qui se passe dans sa vie. Il n'y a plus d'amis pour Monsieur Tremblay et il y a une parodontite et il y a mauvaise haleine. Donc, on doit faire ce lien-là. Ensuite vient le bon moment. Alors, le bon moment, ça n'arrive pas dans nos cliniques. Et la preuve, c'est qu'avec le COVID, on n'a jamais vu autant de patients faire des demandes pour des questions d'esthétique ou des traitements importants, sévères, parce que les gens font du télétravail et comme on se voit là, on a un écran dans notre face, on se voit le visage. Des patients qui nous appellent pour dire écoute, Marc, on avait parlé d'une dent à droite en avant. Écoute, je n'avais jamais remarqué que cette dent-là était si avancée ou si foncée. Il dit est-ce que je peux faire quelque chose? Ou des patients qui ont des problèmes majeurs, mais on n'a jamais vu dans les dernières années autant de demandes pour des patients avec des traitements importants. Et la prochaine slide, Anne, pour vous montrer juste dans le dernier mois à quoi ça peut ressembler. Bien, c'est des patients en dentition terminale, mais ce n'est pas des patients qu'on a vus depuis 6-7 mois. C'est dans le dernier mois des cas terribles qui ont des demandes extraordinaires. Ces patients-là, il ne faut pas se le cacher, là, le bon moment, là, il n'est jamais venu dans leur vie. Là. Donc, il est venu aujourd'hui parce que les patients ne sortent pas, ils ont plus d'argent, ils veulent avoir un beau sourire, ils veulent avoir une bonne santé, ils ont réalisé que ça n'a aucun bon sens où est-ce qu'ils s'en vont. Et ces patients-là, on ne peut pas leur reprocher tout ça parce que c'était juste pas le bon moment dans leur vie. Ils ont étiré l'élastique jusqu'au maximum et il faut le dire, c'est vraiment au maximum, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et c'est la preuve que ces patients-là vont vous consulter quand ça va être le bon moment, puis ce n'est pas vous autres qui va choisir, c'est le patient qui va vivre chez lui avec une nouvelle conjointe, avec une nouvelle expérience dans sa vie, des petits-enfants qui vont rire de ses dents,
quoi que ce soit, ce moment-là va être déterminé dans la vie du patient et c'est ce patient-là qui va prendre la décision de venir vous voir. Donc, quand on parle du bon moment dans la vie du patient, c'est des exemples assez clairs. Ensuite vient la motivation. Bien, la motivation, moi, je l'appellerais le handicap. À quel point ça conditionne le handicap socialement, son apparence dans sa fonction. Donc, si vous réussissez à poser des questions et à savoir à quel point sa condition lui crée un handicap, ça, c'est votre bras de levier pour réussir à lui proposer un traitement qui va l'aider. Mais vous devez miser sur ce handicap-là. Vous devez mettre de l'emphase pour que ce traitement-là aide ou guérisse complètement son handicap. Donc, l'important dans toutes ces choses-là, c'est correct, Anne. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir confiance. On parle souvent de la confiance et de la confiance en soi, en ses connaissances, puis en ce que l'on fait, puis en son équipe. C'est archi important. On nous apprend à l'école à avoir confiance en nous. Si on n'a pas confiance, il ne faut pas que ça paraisse. Le patient, il vient pour quelqu'un qui a confiance en lui. Et je vous dirais, si vous n'avez pas confiance en un traitement, par exemple en implantologie, c'est de ne pas trop en dire. Une erreur commune, puis moi, ce que j'ai fait aussi dans mon passé, mais c'est de trop en dire, de trop vouloir en dire, et à un moment donné, on s'enfarge dans nos mots, on s'enfarge dans nos techniques, on perd le patient parce qu'il n'est plus capable de nous suivre. Puis là, on vient de briser le lien de confiance avec notre patient, puis la relation qu'on veut bâtir avec. Donc, quand on n'est pas certain, la façon de s'en sortir, c'est d'en dire le minimum, c'est de référer, par exemple, soit au centre d'implant ou quoi que ce soit, ou ailleurs, si on n'est pas certain. Et c'est de prendre le recul, de dire à votre patient, bien, écoutez, je regarde ça à tête reposée et je vous reviens là-dessus. Et là, vous allez aller chercher l'information, vous allez avoir le temps de computer ce que vous voulez lui proposer comme traitement, de sortir un bon estimé. Et le patient va comprendre à 100% que vous avez besoin d'un certain temps pour prendre connaissance de sa condition puis pour lui établir un bon plan de traitement. Et faites-le et ça va vous enlever énormément de pression. Mais c'est important d'avoir confiance au traitement qu'on va faire. Comme disait Einstein, il disait « If you can explain it simply, you don't understand it well enough ». Je trouve que ça résume super bien. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de ne pas t'enfarger dans tes mots, ben, tu es aussi bien de ne pas parler, de sortir ou de laisser souvent du staff qui sont plus habilités ou meilleurs que nous autres ou moins impliqués émotionnellement avec le patient pour expliquer des choses à nos patients. Donc, la confiance, bien, écoutez, c'est essentiel, on le sait. La confiance, c'est d'ailleurs notre slogan, là, une relation de confiance depuis 1990, mais la confiance est tout. La confiance avec le patient, la confiance avec le référent. Et ça s'établit, la confiance va s'établir par des gestes puis des paroles tenues, par l'approche avec les gens. Et avoir un discours qui se tient, avoir un discours qui est constant. Puis la première impression, bien, est tout le temps la bonne. Comme je vous disais tantôt, si vous avez manqué votre shot, bien, vous avez peut-être une petite chance de vous rattraper parce que le patient va avoir un peu honte de s'être trompé, mais assurez-vous que la deuxième fois, vous n'aurez pas trois chances, ça c'est sûr. Donc, la confiance est très importante. Puis l'écoute, bien, c'est super important, on l'a dit, on n'écoute pas assez nos patients, on veut toujours parler, on n'arrête pas, on veut leur proposer des traitements, c'est clair pour nous autres, mais on doit absolument écouter nos patients, puis essayer de répondre à leurs attentes et de descendre leurs attentes, comme parlait Anne tantôt. Donc, on pose des questions. La connaissance parle, la sagesse écoute. Alors, Jimi Hendrix, c'est bon, Anne, on peut continuer. Alors, une belle phrase que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on éduque, bien, on perd l'opportunité de comprendre, puis c'est dans la compréhension qu'on crée des relations. Alors, il faut arrêter de vouloir expliquer à nos patients comment brosser, comment passer la soie dentaire. Il faut trouver une autre façon. Il faut les écouter. Pourquoi ces patients-là ne passent pas la soie dentaire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Et non pas taper sur le clou à chaque rendez-vous que les patients viennent. Les patients viennent tanner, ils vont perdre confiance, vont vouloir s'en aller, ils n'aimeront pas la relation qui est développée. Alors, c'est de les réconforter, de sortir le positif, d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis après ça, lorsqu'on aura compris à quel type de patient on a affaire, on pourra cibler nos plans de traitement et nos recommandations. Un livre qui est super intéressant, puis je le recommande à tout le monde, facile à lire, puis il y a vraiment beaucoup d'exemples concrets. C'est ce livre-là, donc n'hésitez pas à le feuilleter, puis même, je dirais, de l'offrir à lire à vos employés. Puis il faut arrêter de penser qu'on peut changer les gens. Donc, on peut juste leur montrer le chemin puis leur donner envie de l'emprunter, mais on ne pourra pas changer les patients. Donc, ce n'est pas en essayant d'éduquer les patients. Les patients ne sont pas venus pour se faire éduquer chez nous.
Nous, on est allé étudier, on est allé au cégep, à l'université, parce qu'on a choisi personnellement d'aller à l'école pour se faire éduquer. Le patient qui rentre chez nous ne cherche pas à se faire éduquer, il cherche à avoir un service, un traitement, à créer une relation. Et c'est là-dessus qu'on doit miser si on veut avoir des patients qui vont écouter ce qu'on a à leur dire, ce qu'on a à leur proposer et qui vont accepter des traitements dans le « oui, je le veux » ou « oui, j'accepte ». Alors, Anne a fait mention tout à l'heure de notre prochain webinaire. Je vous remercie. J'espère qu'il reste encore des gens. Je ne sais pas si tout le monde a quitté, mais bref, vous allez mériter votre petit rosé qui va sûrement être un petit peu plus frais vu que ça a pris 15 minutes de plus. Donc, notre prochain webinaire, c'est sur les suivis. Un gage de succès en implantologie. Il y a quelques années, on a fait une présentation sur le All-on-4, entre autres, au niveau technique. Maintenant, ça va être un webinaire qui va porter sur les suivis dans le temps. L'importance, justement, je vous dirais majoritairement sur les All-on-4, comment en prendre soin. Qu'est-ce qu'on fait comme protocole dans vos pratiques, comment vous devez suivre ces patients-là. Et ça va pour tous les implants, mais principalement, je vous dirais, sur les cas de All-on-4 qu'on voit de plus en plus. Tantôt, je vous ai montré les images des patients qu'on a vus dans les derniers mois de dentition plus que terminale. Là. Ces patients-là, il y en a de plus en plus. Vous allez en voir arriver dans vos pratiques parce que c'est des gens qui ont été négligés et négligents. Donc, bref, on a des beaux protocoles à vous présenter. Ça va être intéressant. Et c'est le 17 septembre 2021, donc de 14h à 15h15, admettons. J'avais une question. Je m'excuse de vous interrompre, Dr. Thériault, mais avant de clore, j'ai eu une question. Donc, tel que convenu, on a entendu à la fin du cours, mais quelqu'un me posait la question, quel médicament pour gérer l'anxiété qui fonctionne le mieux chez vous? Généralement, on va prescrire de l'Ativan, tout simplement. De l'Ativan qu'on va ajuster un petit peu là, à leur corpulence et à l'âge de notre patient, donc 0,5, 1, 2 mg. Généralement, ça va être suffisant. Puis, il y a d'autres médicaments, dont du Alcyone et compagnie. Parfois, les patients, ce qui est intéressant aussi, c'est les patients qui sont anxieux se connaissent et ont des fois des problèmes d'insomnie ou des problèmes d'anxiété à la maison pour d'autres choses que la dentisterie. Donc, des fois, ils ont de la médication qui est bien adaptée à eux autres et qu'ils connaissent déjà. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question si ces patients-là ont déjà une médication là, pour… Mais l'Ativan fonctionne pour la majeure partie des patients. Il y a des patients qui sont tellement résistants que l'Ativan va fonctionner une fois les points de suture finis. Et là, ils vont s'endormir sur la chaise, ils ne vont plus s'en aller. Mais bref, ce n'est pas la majeure partie des gens, c'est la minorité. Merci. Pas d'autres questions, Julie? Non, à part des commentaires, des excellents commentaires. Tout le monde est bien content du cours, on trouvait bien intéressant. Ah, attendez un petit peu. Merci beaucoup, bonne fin de semaine. C'est le Dr. Tran qui a posé la question concernant la médication. Moi, je dois vous remercier d'avoir été présent, j'espère, resté jusqu'au bout. On va vous souhaiter un beau week-end à tout le monde. Profitez bien de la vie. Il nous annonce de la belle température, donc allons prendre l'air, tout le monde. Puis on se revoit en septembre à notre prochain webinaire. Merci, Julie. Merci beaucoup, Anne. Exactement. Merci infiniment. Puis on l'espère que c'est le dernier webinaire qu'on va pouvoir vous voir vraiment en direct. On apprécie énormément de vous voir, puis je pense que tout le monde, on s'ennuie un petit peu. Hein? Alors, profitez du bon week-end. Puis au niveau des notes de cours, je pense que si toutefois vous êtes intéressé à avoir la version PDF, je vais regarder avec Anne Petitclerc pour qu'elle vous envoie un lien là, pour que vous ayez l'information. En fait, j'ai oublié là, avec tout ça, mais Anne Petitclerc, vous pouvez communiquer avec elle parce que ces présentations-là vont se retrouver sur YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube. Et notre dernière aussi présentation webinaire là, se trouve là-dessus. Donc, n'hésitez pas à contacter Anne Petitclerc. Elle va pouvoir vous guider et vous donner le lien pour y avoir accès. Merci beaucoup, Anne. Je te laisse. Bonne fin de semaine. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Bye.